Face à l'info sur la première. La première, face à l'info. Et retour ce soir sur cette journée internationale de la femme, donc c'est aujourd'hui, et elle pose évidemment la question des droits de chacun, l'égalité des droits, le féminisme en général. Alors sont-ils encore pertinents et mobilisateurs pour les jeunes générations, au nord comme au sud d'ailleurs? Eddy Kakelbergs, vous nous proposez ce soir des regards croisés de 3 jeunes, hommes et femmes, pour évoquer ces thèmes précisément. Eh bien oui, effectivement, ce soir, journée internationale de la femme oblige, nous allons prendre un biais un peu particulier, parler de l'égalité, notamment entre hommes et femmes, ou des programmes qui les concernent chez nous, nous en parlons quasiment toute l'année, chaque année, mais prendre ou choisir le regard de quelques-uns et quelques-unes, et vous allez comprendre, ce sont nos invités ce soir, qui croisent leur expérience au nord et au sud, dans ce qu'on appelle le dialogue nord-sud, autour de ces questions, ou qui mobilisent leur réflexion, des comités d'action, de soutien, de réflexion à cet égard. Ça nous a paru effectivement être un biais intéressant. Pour inviter autour de notre table Grégoire Terry, qui travaille au sein de l'ASBL Savoie. Il est ancien représentant aussi de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme auprès de l'Union européenne et secrétaire général du mouvement du NI France. Et puis avec nous également Abi Ba, responsable de l'entité sénégalaise de l'ASBL ENDA Tiers-Monde, Environnement et Développement Durable, en charge d'un projet Femmes, Entrepreneuriat Rural et Durable. Et puis avec nous également Anne-Sophie Failly, qui est spécialiste en traduction et stagiaire traductrice à l'ASBL Le Monde selon les femmes. Et c'est aussi de cette expérience-là et de sa mobilisation qu'elle est venue témoigner ce soir. Merci à chacun d'avoir accepté cette invitation de Face à l'info en ce 8 mars. Alors on va jouer paradoxe évidemment, on va parler journée de la femme en entamant évidemment avec le regard d'un homme, Grégoire Terry, en vous souhaitant le bonsoir, mais parce qu'également votre parcours pour arriver, je dirais, à cet engagement n'est pas banal. Lorsque vous nous avez un petit peu retracé votre parcours, vous teniez à nous signaler que vous avez commencé en Inde, aussi par un témoignage fort, en rencontrant la diversité lors d'un sommet particulier à Mumbai, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. C'est en Inde en 2004, à l'occasion notamment du Forum social mondial à Bombay, mais aussi d'une étude que je faisais alors sur les ONG indiennes qui faisaient du plaidoyer, que j'ai réalisé à quel point la technique de plaidoyer, c'est-à-dire vouloir faire changer les législations, pouvait être importante pour changer les choses dans différents domaines. Et à l'époque, notamment en matière de droits humains, c'est ce qui explique pourquoi j'ai travaillé ensuite pour la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, mais aussi dans les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, puisqu'il y a eu beaucoup de conquêtes dans le droit, mais que maintenant il s'agit aussi de les faire appliquer dans la réalité. Et puis il demeure aussi encore quelques conquêtes à obtenir dans le droit. Donc j'ai compris ça, effectivement, d'une certaine manière au sud, c'est-à-dire en Inde, où les ONG sont extrêmement efficaces en matière de plaidoyer et arrivent à mobiliser des dizaines ou des centaines de milliers de personnes sur des grands combats, par exemple, comme l'abolition du système de caste, ou les grands combats environnementaux, ou même des combats sur les questions de handicap. Par exemple, en Inde, j'avais rencontré une personne qui m'expliquait, un responsable d'association, qui me disait, voilà, moi je m'occupe d'une association de personnes handicapées, mais j'ai aucun fauteuil roulant à distribuer. Par contre, j'ai fait passer 2 lois au Parlement, une qui impose un quota d'emploi de personnes handicapées dans le privé et l'autre dans le public. Donc c'est ça qui a réveillé cette méthode spécifique du lobbying que j'ai voulu appliquer dans le domaine des droits humains et aujourd'hui de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et à propos de cette égalité entre les femmes et les hommes, Grégoire Terry, est-ce que nous oscillons, je dis nous, au nord, de manière globalement européen, occidentaux, est-ce que nous oscillons entre un regard romantique qui croit que parce que l'on écrit l'égalité dans les textes, elle s'établit dans la foulée, et un regard cynique qui voudrait que au sud, l'urgence ne soit pas de cette nature, qu'elle soit d'abord d'ordre alimentaire, développement économique, plus que dans l'égalité des droits? Si c'est le cas, c'est inquiétant. Effectivement, je crois que c'est un petit peu le cas. Moi, ce qui m'intéresse notamment dans nos sociétés, avant de parler des autres sociétés, mais dans nos sociétés, c'est que je vois bien qu'à ma génération, c'est pas d'ailleurs ce que pense ma génération, mais ma génération peut constater... Vous avez 28 ans. J'ai 28 ans, qu'on croit que l'égalité est acquise parce que les lois sont passées, alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a des différences de salaire entre femmes et hommes pour postes équivalents d'environ 20%. Chez nous,
Oui, en Belgique ou en France, d'où je viens, puisque je suis français, ça s'est peut-être entendu à mon accent, mais je vis à Bruxelles depuis 6 ans. Ce sont toujours les hommes qui détiennent le pouvoir économique, qui sont les grands patrons des entreprises, les membres des conseils d'administration, qui sont nos élus, même si pour le coup, en Belgique, le dernier gouvernement est assez impressionnant, puisqu'il y a de nombreuses femmes et surtout à des postes clés. Donc là, c'est quand même en tout cas une grande avance sur la France, puisque je peux comparer avec mon pays d'origine. Mais voilà, donc il y a la persistance des violences, du nombre de viols, des violences conjugales, etc., qui font qu'on n'est pas du tout sorti d'affaires dans ce domaine. Abiba, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 28 ans également. Oui. Vous venez du Sénégal. Vous êtes responsable d'un projet dans la zone du fleuve à Enda Pronad, en charge d'un projet, je l'ai dit, Femmes, Entrepreneuriat Rural et Durable. Est-ce que cela vous étonne si j'évoque à l'instant cette pensée un peu cynique, à savoir que vu d'ici, on se dit mais la problématique du développement dans le tiers-monde, c'est d'abord manger à sa faim, c'est d'abord pouvoir avoir une maternité garantie sur le plan sanitaire avant de parler d'égalité des droits hommes-femmes. Est-ce que ça vous choque si je vous dis que beaucoup pensent encore comme ça ici ? Oui, beaucoup pensent de ça, mais en réalité, c'est pas le cas. Et nous, c'est pas le souci, c'est pas dans l'alimentation ou bien la souveraineté alimentaire, même si d'une part il y en a, mais quand même l'égalité hommes et femmes, et ça devait être une préoccupation majeure pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. C'était un des objectifs premiers dans OMD 3. Donc cette égalité, si on n'atteint pas, est-ce qu'on pourrait avoir cette souveraineté alimentaire? Alors qu'on sait la plupart de ces femmes-là sont des productrices et ils ne détiennent pas des terres, ils ne détiennent rien. Et même s'ils détiennent, il y a la supériorité qui est là. Et si cette égalité n'est pas là, donc est-ce qu'on pourrait vraiment parler de l'alimentation ou des questions de santé, tout ça? Donc il faut régler cette question d'abord pour pouvoir avoir quelque chose. S'il n'y a pas l'égalité dans ce sens, je ne pense pas que on va résoudre un certain nombre de questions de développement durable. Oui, et dans le même temps, il faut donc que vous nous rappeliez encore, bien que vous veniez déjà de le faire, à quel point la femme est essentielle dans les sociétés, en termes notamment de production agroalimentaire. Elle a des rôles essentiels, mais le rôle n'est pas équivalent au droit, si je vous comprends bien. Oui. Bon, là, c'est vraiment ça. Bon, les femmes sont un peu délaissées du point de vue des lois et du droit aussi. Donc, les lois n'impliquent pas forcément les statuts et les positions de la femme, alors qu'elle représente une partie importante dans la société. Alors, si je prends l'exemple du Sénégal, 52% de la population est féminine. Donc, on ne peut pas dire que cette catégorie est non négligeable pour un développement d'un pays. Donc, pourquoi pas ne pas instaurer des lois favorisant leur statut ou bien rehaussant leur statut en amenant l'égalité telle qu'elle se doit dans la vie de la nation et renforcer davantage leur statut et qu'elle soit vraiment à la hauteur de ces hommes-là. Donc, c'est ça ma position sur cette chose. Abiba, je vais vous demander un témoignage. Je me souviens avoir reçu ici, dans la décennie écoulée, à plusieurs reprises, des femmes ministres ou autres représentantes venant de votre pays. Grégoire nous rappelait tout à l'heure l'avancée belge par rapport à son pays d'origine, en parlant de femmes aux postes clés ministériels. Manifestement, le fait d'avoir des femmes dans un gouvernement comme dans le gouvernement de votre pays ne suffit pas, apparemment, à engendrer une dynamique de droit reconnu par la loi. Oui, parce que tout développement commence à la base. S'il y a je sais qu'il y a des femmes ministres, ça c'est non négligeable, il y a des efforts quand même consentis par le gouvernement. Mais aussi, un certain nombre de questions restent à résoudre. Si on prend par exemple de la base vers le haut, la partie basse est beaucoup plus importante que la partie qui est en haut. Donc, c'est cette partie-là qu'on ne devait pas négliger. Donc, c'est de la base vers le haut. Donc, il faut vraiment revoir ces choses-là, même s'il y a des efforts consentis par l'État en mettant en place la loi de la parité en mai 2010, instaurant cette loi. Et c'est devenu un peu un acquis quand même, non négligeable pour les femmes sur les instances de décision.
Anne-Sophie Fahy, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans un instant, avec vous, on va parler de cette action, cette réflexion-action menée au sein de l'ASBL, le monde selon les femmes. Hein. Le nom de cette ASBL est déjà tout un programme poétique en soi et d'action. Mais peut-être un mot également sur l'expérience que vous avez eue. Vous nous dites, vous avez 23 ans. Oui, exactement. Et vous nous dites voilà, que dès l'âge de 17 ans, vous étiez parti en échange en Australie. Vous avez aussi fait des Erasmus en Espagne, entre autres. Et vous nous dites, notamment sur cette expérience australienne, j'ai appris, dites-vous, à comprendre que les préoccupations ne sont pas les mêmes selon l'endroit du monde où on se trouve. Là-bas, l'eau était un point super important. Ici, chez nous, pas du tout. Donc, quelle que soit la problématique, il faut qu'on se méfie. Ce qui nous paraît évident ne l'est pas forcément pour tous. Hein. Oui, exactement. En Australie, j'ai été très touchée par ce problème parce que ma famille d'accueil me demandait de prendre des douches de 7 minutes maximum. Et donc, du coup, là, j'ai vraiment réalisé que quel que soit l'endroit où on se trouve, il y a des problèmes différents. Mais justement, cette inégalité homme-femme, bon là, je ne l'ai pas ressentie à 17 ans en Australie, mais est encore présente dans le monde entier. Et donc, c'est en arrivant au monde selon les femmes que je me suis rendu compte de ça parce que on ne le met pas vraiment en avant ici au Nord. Et donc, j'ai voulu me mobiliser avec elle pour le 8 mars. Et je me suis impliquée dans le groupe de travail qu'on est en train de finaliser ici, donc aujourd'hui. Et qui a pour objectif concret de quoi? Vous êtes parti sur quel thème? Donc, le thème de départ était en fait la mobilisation des jeunes aujourd'hui, en général, et plus particulièrement sur le féminisme. Et donc... Ça vous a paru un thème quoi, difficile à faire passer à votre génération ou pas? Comment est-ce qu'il sonne? Parce qu'on a parfois le sentiment effectivement que le féminisme a fait l'objet des grands combats des années 60-70 avec des icônes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un thème qui marche encore, si j'ose dire? Eh bien, je me suis surprise moi-même à être avec elle dans leur combat parce que effectivement, quand j'ai entendu qu'il y avait encore, par exemple, 7 femmes qui mouraient chaque jour en Europe à cause de violences domestiques, ça m'a semblé énorme. Et je me suis dit que voilà, il fallait que j'aille plus loin, qu'il fallait que je creuse un peu. Et à partir d'un moment, je me suis bien rendu compte de ces inégalités et j'ai voulu aller avec elle. Témoignage générationnel, Grégoire Théry, c'est un... Alors, moi, j'ai tendance à dire que vous faites tous partie d'une génération que les aînés ont parfois tendance à négliger en disant les jeunes aujourd'hui un peu both generation, alors que je vous vois beaucoup plus dans des générations engagées, ONG, participant par le clavier ou l'action à ce village planétaire. Mais est-ce que ces thèmes-là paraissent des thèmes, excusez-moi, éculés, ou est-ce qu'au contraire, ce sont des thèmes mobilisateurs? Non, moi je crois que c'est très mobilisateur et d'ailleurs concrètement on voit des réseaux, des nouvelles associations qui apparaissent. Moi je l'ai vu sur ces 4-5 dernières années. Effectivement avant, soit j'en avais pas autant conscience, soit c'était moins le cas. Mais là on voit bien une nouvelle mobilisation et une nouvelle génération et puis qui pose aussi la question de la transmission dans le milieu féministe entre plusieurs générations, puisque la génération qui est avant nous, c'est celle de la conquête des droits. Et notre génération, on entend parfois qu'elle ne serait justement pas mobilisée, plus individualiste. C'est peut-être vrai, mais c'est aussi le résultat de la génération d'au-dessus. On a traversé 30 ans de libéralisme et qui ont quand même été mis en œuvre par ceux qui avaient fait les révolutions des années 60. Donc cet individualisme, c'est pas notre génération qui l'a installé. Mais maintenant, à travers, on voit aussi des nouveaux moyens de communication, etc., on voit qu'il y a un potentiel et une envie des jeunes de se mobiliser, à condition que la transmission se fasse. Et ce qui est intéressant dans le projet du Monde selon les femmes, et de moi ce que j'ai vécu, c'est qu'il y a beaucoup de féministes de la génération du dessus qui m'ont ouvert les yeux, comme je dis, fait enfiler les lunettes du patriarcat, et qui vont permettre d'avancer. Et là où je suis confiant pour ma génération, et notamment pour les hommes, c'est que certes, il y a peut-être moins, pour l'instant, même si c'est en train de renaître, de mouvements collectifs portés sur le thème féminisme, etc., mais il y a aussi, malgré tout, une sorte de féminisme de fait, de réalité qui est beaucoup plus fort dans ma génération d'hommes que dans la génération de mes parents, qui est la génération qui a porté vocalement
ces combats. Mais on voit un pragmatisme, je ne dis pas que tout est gagné, mais on voit quand même une évolution dans le partage des tâches ménagères, dans le rapport avec les enfants, etc., où la nouvelle génération d'hommes n'est pas celle de la génération du dessus. Ça, c'est plutôt encourageant. Je vous voyais acquiescer, Anne-Sophie Faye, vous partagez oui, ce sentiment et ce constat. C'est exactement, parce que, par exemple, là, j'habite avec 2 garçons. Donc, c'est toujours une expérience. Et puis, je vois qu'ils prennent part aussi aux tâches ménagères. Parfois, je suis un peu leur maman, mais je pense qu'il y a une évolution, c'est sûr. Ouais. Alors, Abiba, on va, avec les uns et les autres, ici aussi autour de la table, essayer de partir ou de repartir de vos constats et de vos engagements. Alors vous, je l'ai dit, une association au Sénégal, avec aussi des enquêtes que vous avez essayé de mener auprès de ces femmes entrepreneuriales, pour essayer de voir les obstacles qui les empêchent de s'épanouir. Alors vous avez parlé évidemment tout à l'heure des droits qu'elles n'ont pas ou qui ne sont pas inscrits. Est-ce qu'il y en a d'autres concrètement dans leur vie de tous les jours que vous avez découvert? Oui, en plus des droits, il y a aussi d'autres contraintes liées aux pesanteurs socio-culturels qui sont là et qui les empêchent vraiment de s'épanouir, de sortir de leur sort et de s'affirmer pour avoir ce qu'elles veulent dans la société. Pour eux, c'est normal qu'elles soient à cette place-là. C'est-à-dire ce sont des préjugés ou bien quelque chose vraiment figé, cliché, et elles ont du mal à départir de ces choses-là. Mais elles ont intégré leur statut inférieur. Oui, qui est un véritable problème. Est-ce que cela veut dire aussi que dans la transmission mère-fille, on transmet l'idée que cet ordre social doit rester un peu de manière immuable ? Heureusement, avec les générations qui sont en train vraiment notre génération, il y a une rupture qui est là. Et elle digère ça mal, ou bien la société digère ça mal, mais quand même c'est la réalité. Avec les voyages, avec l'ouverture des gens qui sont là, avec l'appui des organisations et des associations pour dire que ça, c'est pas quelque chose de figé, ça peut se transformer, ça peut changer. Et les jeunes sont conscients de ça. Et ils ont dit que vraiment, il est temps qu'on départisse de ces pesanteurs qui nous empêchent d'évoluer parce qu'on a vécu ces pesanteurs depuis des décennies et qui n'a rien changé dans notre mode de vie et de comportement. Peut-être si on veut vraiment qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait cette égalité et qu'on ne reste pas cloisonné entre nous. Donc, il faut vraiment qu'il y ait l'ouverture. Et les femmes ou bien les filles sont non négligeables dans une société. Grégoire Théry, vous souhaitiez réagir ? Oui, je voulais aller dans le même sens que ce que disait Abby et le dire pour nos sociétés. Moi, si je regarde mon cas, j'ai pas grandi dans une famille qui était particulièrement sexiste, mais on n'a pas une éducation à l'égalité. Moi, c'est après 20 ans que j'ai réalisé qu'on vivait dans une société fondamentalement inégalitaire. Si on prend des choses très concrètes, le choix des jouets, le choix des activités sportives. Les garçons les projettent vers des activités d'extérieur, de conquête, de compétition, en collectivité, et donc où ils apprennent. Et ensuite, on s'étonne qu'ils seraient peut-être, entre guillemets, plus doués pour se défendre sur le marché du travail. Le choix des livres pour enfants. Papa ours rentre du travail, il est fatigué et de mauvaise humeur. Maman ours fait la vaisselle et les enfants ours sont là, etc. Donc le choix des jouets, des sports, la publicité sexiste qu'on voit partout, dans les métros, partout, sur Internet, la pornographie, à laquelle ma génération et celle d'en dessous est bien plus exposée que les générations d'avant. Tout ça transmet des stéréotypes de domination des hommes sur les femmes et on n'en est pas conscient tant qu'il n'y a pas des systèmes, alors ça peut être des associations, des campagnes, etc., mais qui viennent porter cette thématique de l'égalité. Je ne crois pas que globalement, ça se passe dans les familles, cette transmission d'une éducation à l'égalité. Oui, Anne-Sophie Faye, c'est vrai que, à propos de stéréotypes, je disais un mot à propos du nom même de la SBL où vous travaillez, Le Monde selon les femmes. C'est vrai qu'on voit bien qu'en posant ce titre et ce geste de s'intituler Le Monde selon les femmes, on voit bien qu'il faut, y compris ici encore, rompre un certain nombre de stéréotypes. Donc les regards, il faut admettre que les regards et les vécus soient différents. Oui, mais par rapport à ce nom, justement, quand j'ai dit à mes amis que j'allais faire mon stage au Monde selon les femmes, c'est vrai qu'il y a énormément de garçons qui me regardaient et ils disaient oui, pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il y a encore à faire alors que qu'est-ce que vous voulez encore, quoi. Et donc en y allant, maintenant j'ai les arguments pour justement leur dire voilà ce qu'il y a encore à faire, tout n'est pas acquis et
il faut pas croire que tout est acquis, quoi. Oui, et que ce n'est pas non plus qu'une question des femmes par les femmes pour les femmes. Hein. Il faudra aussi leur apprendre à se mobiliser pour les droits égaux à Biba. Exactement. Oui. Je vais rebondir dans ce même sens, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre en voulant trop encore renforcer les femmes. Il faut que les choses soient les mêmes pieds d'égalité, travailler dans la mixité pour un peu vraiment poser les poids. Il ne faut pas renforcer tout le monde, mais il faut aller dans le sens de l'égalitaire, comme elle se doit. Grégoire Terry, vous avez parlé tout à l'heure, il y a un instant, la pornographie qui pouvait toucher vos générations, la vôtre et celle qui vous succède. Votre témoignage est intéressant aussi parce que vous vous mobilisez aussi sur ce qu'on peut appeler l'esclavage sexuel. Et ça, c'est en termes, alors là, pour le coup, d'inégalité, c'est un domaine flagrant. Oui, et qui là, pour le coup, est implanté de manière très prégnante en Belgique, par exemple. Nous, notre combat, en fait, je travaille et je milite dans des associations qui soutiennent les personnes prostituées, mais qui aussi militent pour l'abolition de la prostitution. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on considère, et on l'a constaté, qu'un homme qui paye pour obtenir un rapport sexuel, c'est un homme qui impose ce rapport sexuel par l'argent. Or, aujourd'hui, on ne peut plus imposer un rapport sexuel par la force, par la violence, par la contrainte. On a dépassé l'époque du droit de cuissage. On a dépassé, depuis pas longtemps, l'époque du viol conjugal, même si le devoir conjugal est encore une réalité, etc. Et donc, on veut aller une étape plus loin en disant, on ne peut pas imposer un rapport sexuel ni par la force, ni par l'argent, parce que l'argent n'est pas un facteur d'égalité. En tout cas, on le saurait si c'était le cas. Et là, on retrouve aussi cette dimension nord-sud, parce que dans la prostitution, il y a plusieurs formes de domination. Il y a la domination des hommes sur les femmes, même s'il y a aussi des hommes prostitués, mais ce sont aussi des hommes clients. Il y a la domination de ceux qui ont l'argent sur ceux qui ont besoin de cet argent, donc ce n'est pas du tout une relation inégalitaire. Et puis il y a la domination très concrète, globalement du nord sur le sud, où en Belgique, par exemple à Bruxelles, la très grande majorité des personnes prostituées sont d'origine soit d'Europe de l'Est, soit d'Afrique, soit d'Amérique du Sud. Donc on voit aussi là sur cette thématique que ces différentes formes de domination se nourrissent. Mais en tout cas, là, c'est un domaine, la prostitution, où il reste une conquête des droits à faire. Donc la bataille des droits n'est pas terminée, notamment en obtenant la reconnaissance de la prostitution comme une violence et donc le fait qu'on ne peut pas imposer un rapport sexuel par l'argent. Et à Biba, la conscience des femmes à propos du fait que leur corps leur appartient et qu'il n'appartient pas effectivement au mari, au frère, à l'homme. Est-ce que c'est une conscience qu'il faut encore implanter, notamment dans un certain nombre de pays africains ou dans le vôtre ? Bon, ça devait être partout quand même, de conscientiser la femme. Le corps, c'est quelque chose de sacré. Si on n'a plus le corps, il n'y a plus de vie, donc ça ne doit pas avoir de marchandage ou bien quelque chose de vraiment ça devait être quelque chose de vraiment de sacré. On ne devait pas se livrer à ça, même la pauvreté. Donc, il faut qu'il y ait quand même que les gens aient cet esprit de sacralité du corps et surtout la femme. La chair ne doit pas être vendue comme ça. C'est vrai que il y a un motto sans doute, tant qu'il y a des inégalités entre hommes et femmes, nous nous ferons entendre le 8 mars. C'est vrai qu'il reste encore des choses à faire. Est-ce que cela dit, Anne-Sophie Failly, vous avez le sentiment que le public ici, chez nous, est encore en mesure d'écouter et d'entendre ? Le 8 mars est devenu, comme beaucoup d'autres dates qui se succèdent, un moment de l'année. Eh bien, on pensait aussi, surtout en accent vraiment sur les jeunes. Finalement, on a reçu, donc on avait fait un appel à témoignages et on a reçu quand même une 40aine de témoignages. On était vraiment étonnés de recevoir autant de témoignages et ils étaient tous plus poignants que les uns que les autres. Ils le sont toujours. Donc, je pense que ça mobilise toujours et puis il faut continuer. Il faut que ça mobilise encore dans les années futures. Et les jeunes qui s'engagent, la mobilisation, Grégoire Terry, vous y croyez ? C'est un motto qui va tenir, notamment aussi sans doute avec les nouveaux réseaux sociaux que vous évoquiez tout à l'heure. C'est notamment les jeunes qui ont fait tomber une série de dictateurs l'année dernière. Et ça, personne ne s'y attendait. Et d'ailleurs, en Tunisie, ce qui est intéressant, c'est que cette révolution tunisienne a aussi amené la parité d'inscrite dans la Constitution, ce qui est beaucoup mieux que tous les pays européens à ce jour. Donc il y a quand même des facteurs d'espoir, justement, si on arrive à dépasser les différences nord-sud ou les différences de génération. Donc je crois qu'il y a un gros potentiel, mais qu'il faut
Il faut le mobiliser, l'activer. Un jeune homme aujourd'hui peut être féministe ? Je dirais pro-féministe, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un homme qui défend les idées féministes reste porteur dans sa vie de tous les jours, même s'il se bat contre ça, des codes de domination dans la façon de parler, de maintenir la parole dans un débat radio. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a plein de choses très concrètes. Et je vais donner un exemple très précis aussi que j'ai vécu avec des journalistes qui me disaient, quand vous défendez une idée d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est positif. Quand c'est une femme, en gros, quand un homme le fait, c'est un mec bien. Quand une femme le fait, c'est une emmerdeuse. Donc même dans cet engagement des hommes pour le féminisme, ça révèle le sexisme, où on valorise un homme qui porterait ses idées, là où on dirait une femme qui le porte, mais qu'est-ce qu'elle nous emmerde encore avec ces histoires, c'est pas fini un jour. Donc on voit bien, c'est pour ça que pro-féminisme, c'est cette petite distinction pour garder d'abord individuellement et puis collectivement ce souci de se rappeler qu'on fait partie du groupe dominant. Merci en tout cas à chacune et à chacun d'être venu aujourd'hui en ce 8 mars en témoigner, chacun depuis son vécu, ses engagements, enfin en tout cas vos engagements qui se recoupent manifestement très fort. Merci d'avoir témoigné aussi d'un point de vue d'auditeurs, je l'espère jeunes aussi, qui nous auront entendus et moins jeunes et qui ne perdront pas confiance dans ces générations. Merci d'avoir été dans ce Face à l'info. Merci à vous. Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine de 18h30